on va parler d'Alpine. Il y a toujours du positif. Ils ont fait 2 podiums. c'est... Et pas des moindres. Il y a du positif, c'est les pilotes en fait chez Alpine, tout simplement. On rappelle que l'an dernier, ils font une saison considérée comme beaucoup comme très réussie, hein, vraiment une très bonne saison. Il n'y a pas un podium. Cette année, il faut une saison considérée par beaucoup comme pas bonne du tout. Il y a 2 podiums. Il faut vraiment pas chercher à comprendre. 6e place au championnat. 11e place pour Gasly, 12e place pour Ocon. On ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas été à leur place finalement. Soyons pas d'année sur les classements. Soyons clairs, la saison est pourrie chez Alpine parce qu'on était quand même très loin de l'objectif affiché. Alors ils étaient 4e l'an dernier et le but c'était pas forcément d'être 3e mais d'être beaucoup plus proche du top 3. Alors certes personne n'aurait pu imaginer qu'il y avait Red Bull devant et ensuite derrière 3-4 équipes qui jouaient à couteau serré sur la 2e, 3e, 4e place et que ça se raffronterait un petit peu d'un grand prix à l'autre, ça changerait en termes de hiérarchie. Mais l'écart qu'ils prennent en termes de points en championnat est monumental. Je veux dire, là, il y a c'est le premier gros gap, en fait. Ils avaient Red Bull, vous avez la série de toutes les monoplaces qu'on a énumérées, donc Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston, qui pouvaient se battre les unes les autres assez souvent dans la saison, et parfois pas dans cet ordre-là, dans un autre ordre. Et pour retrouver une Alpine, effectivement, les chatouiller, ça a été quand même extrêmement rare. Il y a eu effectivement Monaco, grâce à la pluie pour Esteban Ocon, et encore la pluie aussi à Zandvoort qui a favorisé Pierre Gasly. Voilà pour les 2 podiums, et les 2 podiums sont vraiment dus aussi aux circonstances météo. Soyons clairs. Sur le sec, l'Alpine n'était absolument pas là digne d'un podium. Au mieux, comme on disait toujours, c'était le top 10, et en fait c'est toujours cette constance dans le milieu de peloton qui nous énerve, nous francophones qui aimerions bien voir l'équipe performer un peu plus, quoi. Mais bon, voilà, après il y a eu effectivement le branle-bas de combat managérial pendant l'été avec les départs de Laurent Rossi, Otmar Safnauer, pour moi, je suis désolé, il a pas eu sa chance assez longtemps. On est en train de la jouer à la révolution de palais comme chez Ferrari de la bonne vieille époque. Je trouve pas que ce soit forcément très mérité. Je pense que le premier grand coupable c'était Laurent Rossi là-dedans. Et Otmar Safnauer, il aurait mieux fallu le laisser à sa place et continuer à dérouler sa méthode. Bref, passons là-dessus. Et ça s'est conclu d'ailleurs aujourd'hui par la dernière pièce de l'usine qui a été fouillée. On a enfin trouvé le placard de Davide Brivio. Comme dans les films catastrophes, j'ai entendu « J'ai quelqu'un là !» Il était bien caché, Davide, mais ça y est, ils l'ont trouvé. C'était la dernière pièce de l'usine. Le dernier placard a été ouvert. Il était au fond derrière les classeurs des documents assignés par l'avocate qui est partie il y a 8 mois. Donc c'était planqué derrière le tas de feuilles. Ils l'ont enfin trouvé, puis ils lui ont dit écoute, je crois que pour Fama a dit mais c'est cash. Faut pas rester ici, monsieur. La vieille photocopieuse de Davide Brivio, vous me dégagez ça, les deux. Plus rien. Pour moi, c'est le bâtiment. Pour moi, c'est le deuxième point positif chez Alpine Renault. Outre les pilotes, le deuxième, c'est la prise de conscience du haut management, du problème de la rupture qu'il y a entre Winston et Viry. On pourra en parler après. Et quand je dis haut management, c'est très très haut management. C'est Luca De Meo qui était venu à Winston en fin septembre, je crois, début octobre, faire un discours qui n'avait pas fuité. Rien n'avait fuité, rien n'avait filtré, mais les échos qui étaient assez musclés. Et s'il y a quand même cette prise de conscience-là au sommet, c'est à la fois regrettable d'en arriver là, mais en même temps indispensable pour faire bouger les lignes. Parce que, et c'est l'article qu'on a sorti récemment avec des déclarations assez, déroutantes de Bruno Famin, donc nouveau team principal, qui disait que on était à un point de rupture tel entre Winston et Viry. On savait déjà qu'ils ne logeaient pas dans le même hôtel les week-ends de Grand Prix. Là, c'est par exemple un des points auxquels a mis fin Luca De Meo, mais on est arrivé au point où chez Viry, on rigolait en disant qu'on n'avait qu'une seule équipe cliente maintenant en F1. On me disait mais comment ça, une seule équipe cliente, on n'a qu'une seule équipe, c'est notre équipe d'usine. Et dit oui, c'est bien ça, équipe cliente. Ou encore les ingénieurs côté châssis d'Alstom qui voulaient adopter le moteur Mercedes parce qu'il était plus talent. Ça, c'est une violence. Mais on se rend compte quand même, c'est incroyable. Parler ouvertement, alors que c'était un petit peu dans les tuyaux, le fait d'en parler ouvertement, de mettre les dossiers sur la table et d'avoir ce recadrage avec effectivement ces têtes qui ont sauté, ça peut permettre de poser aussi les bases pour l'avenir, même si on se doute que le chantier n'est pas mince au vu des déclarations qui ont été faites. Il y a eu quand même du bon sur l'opérationnel
même en fin d'année, ou même le travail sur les réglages à Las Vegas, on n'a pas compris pourquoi Alpine était rapide alors qu'ils étaient à la rue à Monza. Donc c'est pas pour voir du positif dans une saison qui, sur le plan de la performance, reste très, très décevante. Mais voilà, puisqu'il y a eu une ménage de fait, ça sera peut-être pour l'an prochain. En tout cas, sachez qu'ils avaient leur débriefing aujourd'hui à Enstone. Auquel j'espère les gens de Viry ont été couillés du coup quand même. C'est sympa. Bah, c'est le problème en fait. Viry effectivement est en France et Enstone en Angleterre, et c'est cette lutte franco-anglaise, voilà, qui est vraiment bête, quoi. Je veux dire, on a quand même des exemples d'entités qui sont pas sur le même campus. Je parle notamment de Mercedes, puisque Mercedes a son moteur fait à Brixworth, alors que l'équipe châssis est à Brackley. Alors certes, ce sont quasiment tous des Britanniques, donc ils savent parler dans la même langue, mais je veux dire, ce n'est pas parce que le moteur n'est pas conçu au même endroit. Alors je parle même pas de Red Bull et Honda, alors là c'était encore pire, c'était l'Angleterre et le Japon. Donc quand on sait comment c'est difficile de travailler avec de travailler, c'est pas forcément difficile, mais de s'adapter à la culture japonaise, c'est vraiment pas du tout les mêmes façons de penser, d'agir et tout ça. Ça peut fonctionner. Je dirais, un Anglais et un Français sont quand même pas tellement différents dans leur façon de travailler. Mais de voir cette propre rivalité-là en interne, en gros, en s'accusant certainement mutuellement que le châssis est responsable des problèmes du moteur et l'inverse. En gros, là, cette année, on a dit, non, on était obligé de décharger à chaque fois la voiture pour qu'on regagne en vitesse de pointe. Non, c'était que la voiture avait trop traîné. C'est d'ailleurs Bruno Famin qui l'a dit dans un article que j'ai écrit ce matin. C'est effectivement, dès qu'on enlevait un peu d'aileron pour pouvoir aider un peu le moteur, la voiture était nulle part, quoi, parce que la voiture ne fonctionnait qu'avec de la traînée aérodynamique. Donc voilà, ils ont des pistes pour améliorer les choses côté récupération d'énergie pour l'an prochain. Mais voilà, cette guéguerre là, effectivement, je pense que et Luca De Meo en allant taper des points sur la table directement à l'usine, et Bruno Famin en l'étalant quand même publiquement, quand même, c'est qu'il faut quand même saluer ça, quand même, que le propre. Alors, il reste pour l'instant patron par intérim, mais il n'y a pas de patron en vue pour le remplacer. Il a dit d'ailleurs qu'il resterait tant que on lui dira de rester. Voilà, il est là pour mettre les points sur les points sur les i et dire les choses. Donc voilà, il y a peut-être un management plus sain qui s'est mis en place, des managements par la vérité. On cherche pas à se cacher derrière des fausses vérités ou se cacher derrière ses petits camarades qui auraient mal travaillé. Là, c'est tout le monde qui doit avancer d'un bloc pour progresser. Il y a que ça, parce que sur cette saison-là, effectivement, comme tu l'as dit, Alex, en termes de performance au championnat, c'est pas terrible du tout. En termes de performance pure, la voiture était quand même dans le coup, parce que en termes de performance pure, elle était quand même plus proche de la première place en 2022, parce que tout le monde était quand même plus resserré en termes de performance pure. Maintenant, le problème, c'est que ça suffit plus. C'est-à-dire que être à 6e, ça suffit plus, il faut être à 3. Et si l'an prochain, vous êtes à 3, peut-être qu'il faudrait être à 1 pour être performant. Et tant mieux, parce que c'est ce qu'on veut en Formule 1. Donc voilà, j'espère que ce discours vérité de Bruno Famin, qui tombe un peu à pic avant notre bilan, permettra de relancer l'entité Enstone Viry sur le bon rail. C'est tout ce que j'espère pour eux. Parce que les pilotes, comme on a dit, il n'y a rien à redire. Faut pas oublier que le discours vérité, on en a aussi eu un au soir de Bakou, où Laurent Rossi a tapé tout ce qui pouvait taper chez Alpine, mais en fait, c'était beaucoup de vent. Donc, espérons que Famin, derrière ses propos, mette en place les choses qui permettront de faire évoluer Alpine, parce que si c'est juste du blabla pour satisfaire les actionnaires, mais que derrière, il n'y a pas vraiment ce côté de rentre dedans sur les gens qui posent problème, ça ne changera rien. Il faut pas oublier que la guerre Enstone-Viry, on la pensait un peu mieux, un peu atténuée quand Albit Bull était là. Il y avait quand même quelques reporting qui venaient d'Alpine disant que ça avait l'air d'aller mieux. Finalement, c'était pas le cas. Mais le seul qui avait réussi à vraiment l'atténuer, c'était Briatore, avec un management qui était plutôt musclé, lui aussi. Donc, c'est compliqué à gérer, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, de toute façon, il va falloir se demander si jamais ce management-là échoue encore à faire une harmonie entre les deux, et la question, ça va être, est-ce qu'on garde les deux, en fait? Et alors c'est brutal pour les uns et pour les autres, parce que soit on ferme Viry, soit on ferme Enstone, c'est quand même très cruel pour les deux entités qui sont des entités maintenant légendaires de la F1, mais c'est vrai que ça peut se poser comme question, parce que il y a un vrai problème de fonctionnement chez Alpine, et en fait on peut pas continuer à gâcher de l'argent, gâcher du talent des pilotes, gâcher tout ce qu'on veut sous prétexte de juste se dire on conserve un truc qui ne fonctionne pas. Et j'espère que Famin va prendre les bonnes décisions, et que le management d'Alpine va prendre les bonnes décisions, quitte à ce qu'elles soient radicales.
Parce qu'au final, je pense qu'ils vont perdre Ocon fin de saison 2024, à mon avis. Je pense qu'il va partir parce que lui, je pense que ça fait un moment qu'il est là et qu'il en a un peu marre de voir autant de stagnation, voire de régression. Et je pense qu'il est convoité par une grosse équipe allemande qui arrive dans 2 ans. Et à mon avis, Gasly va rester parce que lui, il vient d'arriver, il est encore frais et je pense qu'il a envie de renouveler, de voir ce renouveau, en fait, et de se renouveler avec Alpine. Et il a dit d'ailleurs qu'il était un peu dans le même état d'esprit que l'équipe. Mais c'est vrai que Ocon, je pense qu'il en a un peu marre de son côté aussi parce que il est très corporate et tout ça, mais il n'hésite pas non plus à dire quand ça va pas. Mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, il voit surtout que il prend de l'âge et qu'en fait, il est toujours en train de galérer pour taper un top 10. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il en a un peu marre. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que le problème chez Alpine, c'est comment on restructure. Est-ce qu'on restructure de manière interne en disant on garde la même structure d'équipe avec Enzo Nviri, mais on refait des départements qui sont gérés différemment, avec des gens à la tête de chaque département qui sont capables de travailler ensemble pour insuffler à leurs équipes la volonté de travailler ensemble, ou est-ce qu'on rase tout et on repart à zéro? Mais alors là, dans ces cas-là, ça aussi impliquera que 3 ou 4 saisons soient nécessaires pour la remise en route de l'équipe. C'est vraiment un gros casse-tête chez Alpine. C'est bête, mais je pense que ça paraît anecdotique, mais je pense que le coût des hôtels, on va voir ça comme anecdotique, mais ça peut être crucial. Parce que ça veut dire qu'ils vont partir au circuit, rentrer au circuit dans le même bus, qui n'était pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est ce qui m'a choqué quand j'ai appris du coup qu'ils ne logeaient même pas aux mêmes hôtels. C'est-à-dire que ce sont des entités qui déjà, moteur et châssis, sur le circuit, tu cohabites pas trop parce que de toute façon, les ingés moteurs sont d'un côté, les ingés châssis de l'autre, et puis il y a peu de ping-pong qui se joue entre les deux. Ah oui. Mais même en dehors du circuit, du coup, ils ne se voient jamais, ils ne se croisent pas du tout. On peut donc imaginer que les ingés, toute la partie Headstone va manger à une certaine heure et la partie virée à une autre, tu vois. Ils se croisent peut-être même pas dans l'hospitalité pour manger et juste partager un moment. Et donc effectivement, au début, tu auras peut-être le bus. D'un côté, tu auras tous les Anglais, de l'autre côté, tous les Français qui font un petit truc. Et puis il y aura des passerelles. Ils vont faire une vanne, un truc. Et c'est 30-40 minutes parfois de trajet jusqu'à l'hôtel et tout qui font, c'est un moment de vie, c'est un instant de vie, un moment que tu peux partager avec tes collègues, où tu peux apprendre à mieux les connaître et du coup, après, tu vas avoir plus envie de te défoncer au département moteur parce que tu connais le mec qui fait les châssis. Sauf s'ils ressortent du bus en s'étant tout foutu sur la gueule. Voilà, et après reste la vraie question. À un moment donné, il va peut-être falloir quand même se poser la vraie question. Est-ce qu'on peut vraiment faire marcher une équipe franco-anglaise? Non, voilà. Parce que... Si machin se transforme en fait mobile, ça va pas le faire. Voilà, parce que moi, je vous le dis tout de suite, je travaillerai à Viry, j'aurai qu'une envie, c'est d'avoir les Anglais. Donc forcément, je vais mettre un moteur moins bon, voilà, comme ça, ça se fait pour des nazes. C'est une bonne guerre, c'est normal. Donc non, c'est bon, c'est sûr que c'est difficile. J'avais vu qu'ils nous font la guerre de 100 ans chez Alpine. Quand tu vois ce qui se dit, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Ils peuvent vraiment pas tolérer les deux trucs, donc... Après, je tenais quand même à dire, parce qu'on a été très moqueurs en début, en disant ils voulaient se rapprocher du top 3 et au final ils s'en sont éloignés. Et en fait, non, ils étaient en 2022 à 342 points de la 3e place de Mercedes à l'époque. Et là, ils étaient seulement à 286 points de la 3e place de Ferrari. Donc, il y a un vrai progrès quand même. Donc, pardon, on va faire la bonne version donc de la. C'est ça que je mettrai sur YouTube. Ne vous en faites pas, on coupera en 10 morceaux, mais donc celle-ci, je la mettrai. Alpine, objectif accompli, ça y est, ils voulaient se rapprocher de cette 3e place, ils l'ont fait. En termes de mais il y en a d'autres qui sont mis entre. Oui, mais ça, c'est à la marge, ça c'est vraiment... Oui, il n'y a que 11 victoires d'écart, mais bon, c'est pas non plus un drame. C'est anecdotique, faut pas non plus... faut pas s'inquiéter, non, c'est... Voilà, c'était vraiment... En fait, il y a eu 2 équipes qui pour moi ont été très constantes cette année, c'est Red Bull et Alpine. Pour l'une d'entre elles, c'est génial, pour l'autre, moins. C'est un peu le souci. Et je vous reviens sur... Je mettrais Alpha aussi en constante quand même. Constante en 9e place. Mais oui, ils étaient là. Ils étaient là. Oui. Oui, tu sais, l'espèce de livret dégueulasse en fond de grille, là. Parce qu'en fait, moi j'ai failli mettre un terme à l'émission maintenant. Je veux dire, ça y est, on a fait les 6 équipes. Et puis, mais non, il y en a encore 4 derrière, donc il va falloir... Il y en a des trucs sympas quand même. Oui, il y a eu quelques petits... Ouais, parce que les 2 dernières équipes, ça va être compact, vous en faites pas. Mais bon, on va espérer. En fait, nous, on espère quand même toujours que ça aille mieux pour Alpine, parce que ça reste l'équipe française. Voilà. À voir aussi, alors, est-ce que c'est bête, mais peut-être qu'à Enstone,
quand Luca De Meo a dit vouloir faire d'Alpine le Ferrari français, qu'on a eu envie de mettre l'équipe 100% française, machin, ça a dû un peu quand même les irriter. Eux, ils sont là, et c'est ce qu'ils se disaient aussi. Il y a eu des interviews qui ont été données, notamment au sujet d'Alan Permain qui a été viré. Mais il y a toute une partie d'équipe qui était là depuis Benetton en 86-87. Eux, ils sont là depuis tout ce temps-là, et quand t'as le patron de Renault qui dit non, mais vous en faites pas, c'est franco-français, t'as envie de dire oui. Après, il doit s'y attendre, l'équipe est sous pavillon français depuis un moment quand même. Oui, c'est difficile, ouais. Mais bon. Oui, Pareil, c'est comme tu dis à tous les employés de Red Bull qui sont autrichiens, quoi. C'est pareil. Il n'y a pas un seul qui sont autrichiens, à mon avis, chez Red Bull. Oui. Non, c'est sûr. Mais là, il y a cette volonté d'en faire plus. Bon, on va voir si ce sera la bonne. Il y a quand même Helmut Marko qui sont autrichiens chez Red Bull. Pareil, les Mercedes sont allemands, c'est une équipe allemande, Mercedes. Ça se comprend aussi dans Alpine qui met en avant son identité française, le siège de Dieppe, etc. Et puis on peut pas dire Ferrari anglais parce qu'on a déjà plusieurs. Je pense que ça peut. Non, oui, bien sûr, mais Mercedes, non, mais les gens de Mercedes ont accepté que c'était une équipe allemande, les gens de Red Bull ont accepté que c'était une équipe autrichienne, que c'était pas le God Save the Queen qui était joué sur le podium, mais c'était l'hymne, voilà. Aux gens d'Enstone d'accepter que c'est la Mercedes qui serait jouée si c'est Alpine qui gagnerait, c'est tout. On a qu'à mettre que des ingénieurs français à Enstone. En plus, on est sûr. Oui. On a recruté deux pilotes français pour être sûr que ce soit que la Marseillaise qui soit jouée, comme ça au moins. Déjà, ils ont Bruno Famin, ils avaient Laurent Rossi, voilà, ils ont quand même un haut management qui est français, quand même. Il y a 2 pilotes français, bon, il faut quand même qu'ils comprennent aussi, ces Anglais, s'ils veulent rester chez Alpine, que, bah oui, effectivement, le projet est français. Même si c'est localisé en Angleterre, c'est pour des raisons purement logistiques, de coûts, d'accès aux ressources, aux fournisseurs et tout ça. C'est tout. Et parce que l'usine était là aussi, simplement. Oui, voilà, il y avait une super usine, donc autant en profiter très clairement. Mais on va voir un peu ce que ça donnera. L'an prochain chez Alpine. Une dernière chose chez Alpine, parce qu'en fait, on est passé très très vite sur les pilotes en disant qu'il n'y avait rien à redire. Bravo à Pierre Gasly pour son adaptation, qui a été très rapide, très efficace, et il a fait du très très bon travail, notamment en qualif et sur certaines courses. Et bravo à Esteban Ocon, qui pour moi est un des meilleurs dépasseurs du plateau, je le redis à chaque fois, mais vraiment, il n'y a pas un week-end où il n'a pas fait une manœuvre qui soit au minimum bonne et au maximum totalement dingue. Et vraiment, tous les deux ont été, pour moi, ils sont exempts de reproches. Peut-être une ou deux conneries comme ça, ils s'accrochent 2 fois dans l'année, mais au final, à chaque fois, c'est dans une situation totalement chaotique autour d'eux. Donc voilà, ils ont été plus frérots que pas trop, comme on dit, et surtout, ça a été vraiment très très bon pour eux. C'est-à-dire que ils finissent proches au championnat, proches dans la plupart des courses. En fait, il y a des fois où il y en a un qui est en dedans, mais finalement, on voit que c'est des questions de réglage parce qu'il y a un qui a privilégié la qualif et l'autre la course, et au final, ça s'inverse le lendemain. Donc en fait, je pense que c'était essentiellement dû à des réflexions sur les réglages, sur le développement et tout ça, mais au final, ils ont été tous les deux excellents, et on peut se féliciter quand même, malgré la médiocrité de leur équipe, d'avoir 2 très très bons pilotes français.